Hello, bienvenue dans ce podcast, les 12 KPI que tu devrais mesurer pour réussir à scaler ta boîte. Ceci dit, même si tu ne cherches pas à faire scaler ta boîte, mais juste à la développer et la pérenniser, ces 12 KPI te sont vraiment utiles. Ces 12 indicateurs de performance clés sont vraiment capitaux pour en comprendre en fait si ta boîte régresse, progresse, aussi vraiment elle pète les plafonds de croissance. Ok. Il y a des erreurs que je vois régulièrement dans les chiffres quand je suis en conseil avec mes entrepreneurs qui me montrent leur tableau de comment ils font leurs chiffres, leur compta. Il y a des erreurs que je vois régulièrement et surtout, je vois très souvent les mauvais chiffres qui sont mal calculés et mal présentés, ce qui forcément va induire des mauvaises décisions ou des biais cognitifs qui ne nous intéressent pas pour développer le business. Voilà. Donc, 12 KPI que tu devrais suivre, je vais te les évoquer dans quelques instants. Bienvenue dans ce podcast, ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui ici. Je suis Levesque David, business mentor. J'ai fondé l'accélérateur Business Temple en 2014 et vraiment, je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir parce que c'est des données, des informations qui sont toujours compliquées un peu à trouver sur Internet, de manière synthétique et compagnie. Et c'est la mission que j'ai à travers ce podcast. Et d'ailleurs, tu peux trouver le résumé de l'épisode du jour, plus d'autres informations super importantes sur scaler son business dans le guide que je t'ai préparé qui s'appelle Scaler son entreprise, même traditionnel, les 7 questions à te poser, plus les ressources utiles. Et ça se trouve sur businesstemple.co/go/scale. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou un podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer et compagnie, dans la description, tu auras le lien. Si tu m'écoutes déjà sur mon blog, businesstemple.co, eh bien, tu as l'accès à ce guide directement à portée de clic sous la vidéo. Voilà. Alors, premier indicateur, ça s'appelle le revenu growth. Autrement dit, la croissance du chiffre d'affaires. Une croissance de chiffre d'affaires, ça ne s'exprime jamais en cumulatif, ça s'exprime toujours en pourcentage. Je m'explique. Imaginons un tableau de 12 colonnes. Il y a 12 colonnes parce qu'il y a 12 mois dans l'année, donc janvier, février, mars, avril, etc. Imaginons qu'en janvier, tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires. En février, tu en fais 70. En mars, par exemple, tu vas en faire 100. Donc, on ne va pas exprimer le chiffre d'affaires cumulatif, c'est-à-dire janvier plus février plus mars, mais on va calculer le pourcentage de croissance qu'il y a entre janvier et février, entre février et mars, entre mars et avril, ainsi de suite. Donc, on va exprimer en pourcentage par rapport à la référence temporelle précédente. Et il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si quelque chose augmente ou pas. Parce que quand on fonctionne en mode cumulatif, on cumule, donc on additionne, donc le chiffre d'affaires va toujours augmenter, puisque en janvier, tu as fait 50, et pour illustrer le sujet, c'est de faire un chiffre d'affaires régressif. Par exemple, si en janvier, je fais 50 000, en février, je fais 40, en mars, je fais 30 000, en avril, je vais faire par exemple que 10 000 euros. Donc, si je fais en cumulatif, c'est sûr que si je fais janvier plus février, mon chiffre d'affaires il augmente. Si je fais janvier, février et mars, ça va encore augmenter. Mais par contre, ça va masquer une information importante, qu'en fait, mon chiffre d'affaires est en train de régresser. Alors toi, tu peux voir le nez, tu peux voir, effectivement, ça t'est plus calme dans la boutique, dans le site web, tu as moins expédié de commandes de compagnie, donc tu vas avoir un ressenti là-dessus. Mais au final, on ne va pas savoir concrètement quelle est la progression du chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est régressive est-ce qu'elle régresse, pardon. Est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle augmente, ou est-ce qu'au contraire, elle a fait péter les plafonds. Donc, on exprime le revenu growth en pourcentage. Et c'est très malin d'exprimer à la fois mensuellement, donc mois après mois, trimestriellement et l'année. Et après, on peut comparer d'année en année aussi pour voir si notre taux de croissance du chiffre d'affaires est plutôt stable. Est-ce qu'on est plutôt sur, par exemple, 10% de croissance mensuelle, plutôt 3%, plutôt 1%, etc. Et du coup, on a une évaluation, une comparaison factuelle et surtout objective, proportionnelle. Ensuite, le deuxième KPI à mesurer, c'est le profit margin, autrement dit, la marge nette de l'entreprise, tout bêtement. Alors, tu peux calculer la marge aussi brute par produit, ça me va très bien, mais le profit margin, là, moi, je te propose de l'exprimer en termes nets, c'est-à-dire le total du chiffre d'affaires moins le total des charges d'entreprise. Donc là, pareil, on va l'exprimer en pourcentage. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ma marge globalement, à travers la durée de vie de l'entreprise, a plutôt une tendance à se détériorer, à être stable ou à s'améliorer.
Troisième indicateur clé, c'est de calculer le CAC. Le CAC, c'est le Customer Acquisition Cost. Autrement dit, quel est le coût d'acquisition pour un nouveau client? Combien ça me coûte de faire entrer un nouveau client dans mon business? Par exemple, on va faire de la pub Google AdWords, on va faire de la pub à la télévision, de la pub à la radio, on va distribuer des catalogues, des machins et compagnie. Ça, c'est un coût publicitaire, d'accord? Et donc, il s'agit de savoir combien de clients ont été amenés grâce à ces communications-là, et donc de pouvoir calculer un CAC. Le CAC se calcule tout bêtement en prenant le coût total de mes charges marketing et en divisant par le nombre de clients qui sont rentrés dans mon entreprise. Et là, du coup, je vais avoir un ratio qui va me donner en euros le coût d'une acquisition client. Donc, un client, ça va te dire, ben voilà, je dépense 40 euros pour acquérir un nouveau client. Ce mois-ci, je dépensais 13,50 euros, par exemple, pour acquérir un client. Et du coup, ça donne une base objective pour savoir à quel point un client est rentable. Parce qu'imaginons que tu vendes un produit 50 euros, imaginons que tu vendes cet objet-là, que tu crées 50 euros. Si un client te coûte 40 euros à acquérir, ben clairement, tu sais que tu as perdu du pognon parce qu'il faut 40 euros pour acquérir un client. L'objet, par exemple, va te coûter, imaginons qu'il te coûte 18 balles. Donc déjà, on a mangé tout le profit. Même vendre un objet comme ça à un nouveau client, on perd de l'argent. Donc on sait que il faut trouver d'autres solutions pour trouver des clients parce que ça coûte trop cher, par exemple. Ça, c'était donc le CAC, le Customer Acquisition Cost. Alors après, les noms peuvent varier, hein, des KPI ici et là, en fonction si c'est en français, en anglais et tout. Ensuite, on va évaluer, super important, hein, ok, le taux de conversion. Ça, c'est une KPI super importante à calculer, le taux de conversion. Autrement dit, c'est quel pourcentage de trafic qui vient en orbite autour de mon business qui devient concrètement des clients. Le nombre de personnes qui s'approchent de moi, qui rentrent en contact avec mon entreprise, qui deviennent concrètement, effectivement, un client. Et ça nous donne le taux de conversion. Par exemple, tu vas avoir un taux de conversion global de 2%. C'est-à-dire que 2% des gens qui t'abordent deviennent concrètement des clients dans ton business. Okay, et c'est ça qui nous intéresse concrètement. Et comment on calcule un taux de conversion? On prend le volume de nouveaux clients qui sont rentrés dans mon business. On va le diviser par le nombre de leads, c'est-à-dire de clients potentiels, de prospects, et qu'on remultiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Et donc, le taux de conversion, il est important parce que ça nous donne vraiment la tendance générale, à savoir est-ce que les efforts marketing qu'on fait attirent la bonne clientèle et est-ce que je convertis plus avec cette typologie de clientèle ou plutôt avec cette typologie de clientèle. Okay. Ensuite, 5e KPI, très important, on oublie très souvent de calculer, et pourtant il nous donne un indice majeur sur notre qualité de vente, le taux de deal perdu. Autrement dit, le taux d'affaires échoué. Tu as un certain nombre de prospects qui viennent te voir pour se renseigner sur un produit. Combien, sur cet ensemble de personnes qui sont venues te voir, ont concrètement acheté et ont concrètement jamais acheté? Et donc, on a un taux de conversion qui nous dit combien de ces gens-là ont converti en clients. Et là, on fait exactement l'inverse. C'est le taux d'échec, on va dire. Mais bon, c'est pas forcément très joli, c'est pour ça qu'on le dit plutôt perdu. On a par exemple 95% par exemple de taux de deal perdu. Et il s'agit de réfléchir, ok, pourquoi 95%? Qu'est-ce qui amène ces clients à échouer sur le processus de vente compagnie? Voilà. Donc on inverse la réflexion. Le taux de conversion, c'est qu'on dit comment on fait pour l'augmenter, et là comment on fait. Et sur un taux de deal perdu, c'est comment on fait pour diminuer ce chiffre-là. Ensuite, 6e KPI, c'est la durée moyenne du cycle de vente. Donc ça, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer là-dessus? On cherche à déterminer combien de temps il faut à un prospect pour devenir concrètement client chez nous. C'est-à-dire que le prospect, à un moment ou à un autre, il prend connaissance de notre activité, du produit, des services qu'on propose. Et à partir du moment où il a pris connaissance de ce qu'on propose, combien de temps il va lui falloir en heures, en jours, en mois peut-être, pour faire le premier achat chez nous. Et ça, c'est une donnée super importante, surtout si tu fais des opérations marketing. Par exemple, si tu as un blog, combien de temps il te faut à un visiteur pour acheter un produit chez toi?
Si tu as une boutique en plein centre-ville, par exemple, combien de fois la personne doit passer devant ta boutique pour rentrer et faire un premier achat à l'intérieur? Mais le plus intéressant, c'est surtout sur les gros deals, typiquement où il y a de la négociation, où il y a vraiment de l'éducation à faire chez les personnes, parce que souvent, on va avoir dépensé beaucoup de frais marketing, typiquement de la pub Google AdWords, pour acquérir cette clientèle. Cette clientèle potentielle nous a coûté X euros par lead. Par exemple, tu peux avoir payé 50 euros le lead. Le lead peut te coûter 50 balles. Combien de temps il va falloir pour qu'il enclenche une vente? Donc, tu sais que s'il met 2 semaines à enclencher, tu sais que pendant 2 semaines, il va falloir attendre pour pouvoir avoir enclenché une vente chez toi. Donc, ça permet d'évaluer des coûts d'acquisition, des volumes financiers à mettre sur la table pour pouvoir gérer l'acquisition client. Voilà. Puis surtout, quand tu sais calculer la durée moyen du cycle de vente, tu peux aussi évaluer comment tu réduis ce cycle de vente. Comment tu peux amener ce cycle d'une semaine à une semaine, par exemple. Pourquoi un client va mettre 3 mois à se décider d'acheter chez toi? Qu'est-ce qui lui manque comme info pour pouvoir acheter tout de suite, en fait? Donc, c'est un moyen aussi d'activer des questions à très fort potentiel de développement business. Donc, la durée moyenne du cycle de vente, comment il se calcule? Tout simplement, tu prends le nombre de jours pour clôturer les deals, que tu divises par le nombre de deals que tu traites. 7e point, le taux de commande parfaite versus le taux de commande en souffrance. Ça, pareil, c'est un KPI qu'on voit très peu, qu'on observe très peu. Honnêtement, j'ai fouillé un peu sur le web, voir qu'est-ce que les gens disaient, qu'est-ce que mes confrères pouvaient suggérer comme KPI. Ça, c'est un KPI qu'on voit très très peu. Et pourtant, dès qu'on fait une entreprise avec une forte éthique, vraiment quelque chose qui a envie de vraiment faire plaisir au client, de satisfaire le client, etc., donc une entreprise customer-centric, centrée sur le client, c'est super important d'avoir des indices qui nous disent comment se sent le client dans notre business, en fait. Et un indice qui soit quelque chose de bien. Et donc, le taux de commande parfaite versus taux de commande en souffrance, c'est combien de commandes as-tu livré à tes clients qui étaient considérées comme parfaites. Donc, bien sûr, il te faut définir un ensemble de critères, je sais rien, critères, 10 critères par exemple, ça suffit, sur tes commandes. Et là-dessus, on va évaluer sur les 10 commandes, les 100 commandes, les 1000 commandes que tu as faites. Donc là, c'est bien, il y a un petit outil, un petit truc qui automatise l'histoire. Combien de commandes ont été parfaites? C'est-à-dire, par exemple, le critère, c'est la commande a été prise en charge moins de 5 minutes après la commande, elle a été expédiée le jour même, il n'y a pas eu de casse, le client n'a fait aucune réclamation pour de la casse, le client a laissé un témoignage en ligne. Je sais pas, toi, tu as des critères comme ça. Des critères très simples, très objectifs, faciles à mesurer, pas alambiqués, pas trop complexes à aller évaluer. La commande parfaite, c'est le nombre d'interactions qu'il y a eu entre tes collègues, par exemple, pour la fabriquer. J'en sais rien, toi, des choses comme ça. Bon. Et donc là, tu vas avoir un taux, par exemple, tu vas avoir un taux de 40%, 50, 60, 90% de commandes parfaites. Nickel. Et donc, pareil, là, on va exprimer ce chiffre en pourcentage, jamais en cumulatif. Tous ces chiffres-là, on les exprime en pourcentage. Et tu fais pareil pour les commandes en souffrance, qui sont simplement la différence, l'opposé dans le nombre de commandes parfaites. Et ça va te dire, OK, ce mois-ci, il y a eu 5% des commandes en souffrance. OK. Et là, ton travail entrepreneur, tu prends ces 5%, donc ça va correspondre à X commandes, tu les regardes et tu regardes pourquoi elles n'ont pas été parfaites. Et là, tu peux derrière enclencher les réflexions typiques d'une entreprise qui cherche à scaler et donc résoudre les frictions, les problèmes qu'il y a eu sur ces commandes-là. 8e KPI, c'est le retention rate, autrement dit le taux de clients fidèles, le taux de rétention. Et donc là, ça vient nous donner un indice important sur le nombre de clients qui restent fidèles dans l'entreprise. Et c'est pareil, c'est un indicateur customer-centric qui nous indique de manière très fiable la qualité du service client, la relation client, l'appréciation du client, la perception de la valeur ajoutée du client. Des clients qui perçoivent mal la valeur ajoutée du business se barrent. Donc ça veut te dire vraiment qu'il y a un problème. On dit souvent l'exemple, si tu ouvres un restaurant et que les gens ne viennent manger qu'une fois chez toi et qu'ils ne le revoient jamais, on a un gros problème de valeur annoncée et de valeur perçue par le client.
Et au même titre, on a le taux de churn. Churn, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le nombre de clients qui finissent par quitter l'entreprise. Donc, pour calculer le taux de clients fidèles, tout simplement, on fait un pourcentage, un ratio entre le nombre de nouveaux clients qu'on a acquis et le nombre de clients déjà existants qui viennent de repasser une commande. Voilà, tout simplement. Le taux de churn, c'est donc on prend le nombre total de clients perdus qu'on va diviser par le total de clients d'entreprise et qu'on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Ensuite, il me reste donc 4 KPI clés à évoquer avec toi. Le lifetime value, ou autrement dit la LTV, ou alors la valeur vie client, la VVC. Alors pareil, le nom change un peu en fonction de comment on traduit, puis différentes indications, voilà. Mais en gros, c'est de savoir combien rapporte un client. Il y a 2 formules, d'accord ? La lifetime value, c'est qu'on sait que par exemple un client va peut-être être chez toi pendant 1 an, puis après, souvent, on observe qu'il se désabonne, il se barre, etc. Donc, par rapport au retention rate, donc au taux de fidélisation. OK, sur les 1 an que ton client reste chez toi, combien d'euros il dépense dans ton entreprise? Voilà. Et donc ça, là, on va l'exprimer en euros. Et donc, la première formule, c'est de prendre le CA, donc le chiffre d'affaires moyen par client, qu'on va multiplier par la fréquence d'achat et qu'on va multiplier par la durée de vie du client. Voilà. Une deuxième formule, c'est de la calculer en concret. Imaginons si tu as les chiffres concrets de la lifetime value moyenne de tes clients. Donc, tu prends l'ensemble de tes CA clients, chiffre d'affaires par client que tu divises par quoi LTV, attends, lifetime value. Oui, non, je te dis des bêtises, je te dis n'importe quoi. Tu prends. Oui, non, mais si, c'est ça, exactement. Ah, désolé. Tu prends. Si dans ton informatique de gestion, tu sais exactement combien a rapporté chacun de tes clients, tu prends l'ensemble de ce chiffre d'affaires que tu divises par le nombre de clients. Donc, ça va te faire la moyenne de la LTV de ton business. Et une troisième formule, éventuellement, c'est de prendre le revenu moyen par client et de le diviser par le taux de churn mensuel client. Voilà, c'est encore plus fin comme analyse. La dixième KPI, c'est le MRR. MRR, autrement dit le Monthly Recurring Revenue, ou l'ARR, donc Annual Recurring Revenue. Autrement dit, c'est quel chiffre d'affaires récurrent nous avons dans ton business. Donc ça s'adresse essentiellement aux entreprises qui facturent une prestation, un service, qui vendent un produit de manière régulière chaque mois aux clients. Typiquement, un abonnement tel que Netflix, par exemple. Et donc là, on va calculer le montant moyen que dépense chaque client dans ton business. Là, je te parlais, c'est vrai que je t'ai cité spontanément Netflix, dans une entreprise à un abonnement, mais ça peut être un bureau de tabac, typiquement. Un bureau de tabac qui vend du tabac et des jeux de loto, on va pouvoir calculer un MRR. C'est-à-dire que quel est le chiffre d'affaires moyen que les clients réguliers viennent dépenser chaque mois dans mon bureau de tabac. Si je suis primeur, voilà, c'est pareil. 11e KPI, le ROI. ROI, donc le retour sur investissement, c'est un chiffre clé. Et ce chiffre clé, il a pour objectif de dire, quand j'investis 1 euro dans ma boîte, combien sort de profit derrière? Voilà. Et donc, tu vas pouvoir dire que le ROI, quand je mets 1 euro d'investissement dans mon business, ça me rapporte 50 centimes, 1 euro, 1,25 € par exemple de marge nette dans mon business. Donc, évidemment, on veut avoir un chiffre positif, 1 euro pour 1 euro minimum, mais même quand le chiffre est négatif, du coup, ça nous permet quand même de comprendre la rentabilité globale du business. Donc là, comment on le calcule? Pareil, c'est pas très compliqué à calculer. On prend le total du chiffre d'affaires de l'entreprise, on va soustraire tous les coûts du business et on va diviser ça par les coûts totaux du business. Et là, tu auras un chiffre qui va te donner ton ROI. Et le deuxième KPI, c'est la Customer Satisfaction Score. Donc là, en gros, c'est le score de satisfaction client. Pareil, c'est une KPI qu'on voit très peu passer sur Internet et c'est bien dommage. Donc pareil, là, il s'agit de définir des critères d'évaluation de la satisfaction de client qu'on va pouvoir régulièrement aller tester auprès de la clientèle de manière automatisée, typiquement.
On peut même faire des études, pourquoi pas, manuelles, hein, mais c'est complètement automatisable, l'histoire. Et par exemple, prendre en compte les nouvelles notations sur Google My Business, les nouvelles notes sur Facebook. On peut envoyer des formulaires et Typeform avec des évaluations, etc., etc. Il y a d'autres outils aussi d'évaluation qui existent. Et avec ça, donc les critères, on compile ces données-là et on peut savoir si la satisfaction client progresse dans le bon sens et donc du coup, d'ailleurs, engager les décisions nécessaires pour ton business. Voilà. Voilà les 12 KPI que je voulais évoquer avec toi. Je te rappelle que tu peux retrouver le résumé de ces KPI sur le blog et surtout dans le document que je te propose, Scaler son entreprise, même traditionnelle, les 7 questions à se poser, plus les ressources utiles. Ça se passe sur businesstemple.co/go/scale. Voilà. Écoute, c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'évoquer ces 12 KPI avec toi. On continue dans cette série Scaler son business. Je te retrouverai bientôt, bien prochainement, dans un prochain podcast pour parler scaling. À bientôt.